Nunez les rejoint bientôt, et Simkin lui dit de faire un test sanguin à leur passagère clandestine. Ils ne peuvent pas vraiment faire de test là-bas, mais Simkin veut que la femme pense qu'ils le peuvent pour qu'elle parle. Sur le pont, Lawrence découvre que leur communication ne fonctionne pas. Banks suppose que cela est dû au dispositif de brouillage mentionné par Simkin. Peu après, le USS Titan détecte un sous-marin à proximité. Simkin identifie celui-ci comme étant le même qui les a attaqués plus tôt, bien qu'il doute qu'il les ait repérés. Pour frapper en premier, Lawrence suggère d'attendre que le sous-marin passe pour pouvoir tirer sur lui par derrière, rendant difficile pour l'ennemi de riposter. Cependant, alors qu'ils attendent leur chance, la voix chantante résonne dans tout le sous-marin. Watts pense qu'il pourrait s'agir d'une distraction de l'ennemi. Cependant, le sous-marin ennemi lance soudainement une torpille, mais elle n'est pas dirigée vers eux. Cela les fait se demander s'ils ont aussi entendu la chanson et se sont trompés. La torpille peut encore détecter leur signature thermique et se dévier vers eux, alors le USS Titan tire sa propre arme, les détruisant de loin. Après cela, Bradford vérifie la mystérieuse femme, sans savoir qu'elle lui parle télépathiquement. Elle dit au médecin qu'elle n'a pas besoin de son amant et lui demande ce qu'il attend de lui. Soudain, Nunez lâche qu'elle a besoin qu'il admette qu'il l'aime. Bradford entend cela, alors Nunez quitte la pièce, gêné. Seule, Bradford parle à la femme en russe, mais elle ne répond pas. Au lieu de cela, elle révèle télépathiquement qu'elle sait qui a tué Rodriguez. Cela choque Bradford, alors il va rapporter ce qui s'est passé à Simkin. Avant qu'il puisse le faire, cependant, Banks appelle son camarade. Banks lui demande son avis sur la voix, ce à quoi Simkin insiste qu'elle pourrait provenir des Russes. Il prétend que les Russes pourraient expérimenter des haut-parleurs sous-marins pour perturber les sonars, mais Banks souligne que l'autre sous-marin a aussi été perturbé par la musique. Les Britanniques se réunissent bientôt, et Bradford insiste pour rapporter ce qui s'est passé avec Rodriguez et la mystérieuse femme. Simkin refuse, lui rappelant que s'ils sont découverts, tous leurs sacrifices seront inutiles. Sentant la culpabilité de Bradford, Simkin lui rappelle qu'au moins, ils ne bombardent pas des villes et ne tuent pas des innocents. Bradford pense que leur équipage pourrait les aider, bien que Simkin argue qu'ils devront d'abord faire rapport à l'armée américaine et attendre les ordres. S'ils attendent aussi longtemps, la Russie pourrait envoyer une bombe nucléaire sur ce qui reste de leur pays. Nunez arrive alors et dit à Bradford qu'ils ont lancé une bouée pour essayer d'envoyer un message à leur quartier général. Après que Bradford soit parti pour travailler dessus, Simkin demande à parler à Nunez, lui disant de se détendre avec lui pendant qu'ils sont seuls. Elle admet que ce n'est pas facile car il est distant avec elle et semble lui cacher quelque chose. Sur ce, l'homme prend sa main et admet qu'il a quelque chose à lui dire. Juste à ce moment-là, quelqu'un appelle sur la radio de Simkin, il prend l'appel sans entendre Nunez lui confesser son amour avant de partir. Plus tard, l'ingénieur principal du sous-marin apprend de son compagnon l'existence de leur belle passagère clandestine. Cela le rend nerveux car il se souvient de l'endroit où il a entendu cette voix chantante avant. Juste à ce moment-là, la femme apparaît. Elle demande à l'homme plus âgé s'il se souvient d'elle, et l'ingénieur prie en réponse. Peu après, les propulsions du sous-marin cessent de fonctionner en raison d'une panne d'alimentation. En raison de cela, Banks décide de remonter le sous-marin à la surface malgré leur présence en eau russe pour éviter d'être coincés là. Avant qu'ils ne puissent activer la dépressurisation d'urgence, Watts annonce que tout l'équipage du moteur a disparu. Comme il n'y a pas d'autre issue dans le sous-marin, Banks ordonne à Watts de vérifier la salle des torpilles. Il dit aussi à Lawrence d'amener leur passagère clandestine, suspectant qu'elle soit impliquée. Maintenant seul avec les officiers britanniques, Banks leur demande de faire tout ce qu'il faut pour faire parler la femme. Bradford hésite, mais Simkin accepte. Il donne aussi à Banks un message d'urgence incluant une nouvelle cible. Banks remarque que leur système de message d'urgence ne l'a pas alerté, alors Simkin suggère que cela soit dû à la panne d'alimentation. Sur ce, il joue une nouvelle vidéo de Bressé, qui annonce qu'ils sont en guerre maintenant, et que Banks doit lancer toutes leurs charges utiles sur leur cible. Pendant ce temps, Watts demande à Marsh si quelqu'un d'autre a été dans la salle des torpilles. Marsh dit non, alors le chef lui dit de vérifier les tubes avant de retourner sur le pont. Sur le pont, Watts et Banks vérifient leur téléphone satellite verrouillé pour garantir l'authenticité de leurs ordres. Cependant, Simkin bouscule Watts pour discrètement échanger son appareil avant qu'il ne le remette à leur capitaine. Grâce à cela, Banks voit un message falsifié, le convainquant que leurs ordres sont légitimes. Nunez arrive alors avec la passagère clandestine, et Banks exige de savoir qui elle est. Quand elle ne répond pas, Bradford l'éloigne, mais Nunez défend que la femme n'est pas dans l'armée. Banks révèle qu'ils sont déjà en guerre, donc, ils doivent éliminer toute menace. À la surprise générale, la femme parle et dit à Banks qu'il ne lui appartient pas ici, contrairement à elle. Convaincu qu'elle cache quelque chose, le capitaine ordonne à Bradford d'obtenir des informations à tout prix. Bradford attache la femme dans une autre pièce et l'interroge sur l'équipage disparu.
Il lui dit que les choses seront plus faciles si elle est honnête, et elle répond qu'il devrait aussi être honnête. Elle commence ensuite à chanter dans la même voix mystérieuse qu'ils ont entendue. Rapidement, Bradford allume une radio pour couvrir sa voix car il sait déjà ce qu'elle est. Cependant, quand elle touche sa radio, celle-ci commence à mal fonctionner, révélant quelle est la cause de leur panne d'alimentation. Au fond de l'océan, un équipage découvre une belle passagère clandestine à bord de leur sous-marin. Avec la guerre en cours, ils supposent qu'elle est une espionne, pour finalement découvrir qu'elle est quelque chose de bien plus dangereux. Le USS Titan détecte des missiles en leur direction, alors l'équipage se précipite pour plonger plus profondément et éviter le contact. Cependant, le lieutenant Lawrence entend une voix désincarnée lui ordonner de les tuer tous au lieu de ça. Cela l'a fait hésiter et manquer sa cible, alors le capitaine Banks lui crie de déployer leurs torpilles en contre-mesure. Lawrence lance les armes, qui détruisent les missiles ennemis loin d'eux. Le chef Watts réprimande Lawrence pour avoir hésité et demande au sous-lieutenant Nunez de vérifier si elle est apte au service. Bradford confirme ensuite qu'ils sont toujours hors des frontières russes, donc l'ennemi vient de tirer sur eux en eaux internationales. Sachant qu'ils sont vulnérables, Banks ordonne à son équipage de plonger plus profondément pour éviter toute détection. Plus tard, dans la salle des torpilles, Marsh entend une voix chantante. Pendant ce temps, à l'infirmerie, Lawrence partage ses inquiétudes concernant le conflit en cours avec la Russie, et Nunez espère que le gouvernement pourra éviter la Troisième Guerre mondiale. Pensant à chez elle, Lawrence se demande si son compagnon a quelqu'un à qui revenir. Hésitant, Nunez mentionne un petit ami, bien que leur relation ne soit pas stable. Ailleurs, le commandant Simkin écoute la voix chantante sur leur radio lorsque Watts le convoque ainsi que Bradford sur le pont. Là, Banks leur demande ce qu'ils savent de cette voix, mais les deux Britanniques essaient toujours de l'identifier. Bradford présente alors la vidéo envoyée par l'amiral Bressé, annonçant qu'une guerre est imminente. Pour l'éviter, il prévoit de frapper simultanément les dirigeants militaires russes, bien que le USS Titan et d'autres sous-marins devant lancer les attaques devront se rapprocher de leur cible, rendant cette mission risquée. Watts constate que leur position assignée se trouve à 8 km de la côte russe, les plaçant directement en nos ennemis et à portée de 5 sous-marins de patrouille. Simkin corrige en disant que les Russes ont 9 patrouilles et un dispositif de brouillage qui fonctionne dans un rayon de 8 km. Puisque cette information ne leur a pas été transmise plus tôt, Banks se frustre que leurs alliés britanniques leur cachent des renseignements. C'est pourquoi il partage plus tard avec Watts ses soupçons selon lesquels Bradford et Simkin leur cachent encore des informations. Il lui demande de les surveiller. Dans la salle des torpilles, Marsh retrouve finalement la voix dans l'un des pods et, à sa grande surprise, il y trouve une femme à l'intérieur. Il en informe immédiatement Watts et Banks. Étant à 196 mètres sous le niveau de la mer, elle ne peut pas s'être faufilée dans le navire. Et étant en mer depuis 2 semaines, elle ne pourrait pas avoir survécu sans que personne ne la remarque. Banks tente de l'interroger, mais elle ne répond pas. Nunez arrive bientôt, couvre la femme avant de l'emmener à l'infirmerie. Banks ordonne ensuite à Marsh de vérifier les autres torpilles pour s'assurer qu'elles sont toujours armées. En partant, Watts demande discrètement au capitaine ce qu'ils vont faire de la femme. Banks espère que leurs membres britanniques parlent russe pour obtenir des informations d'elle. Sinon, ils pourraient avoir à recourir à la force. Pendant ce temps, Bradford reçoit des alertes, il réveille Simkin pour lui annoncer que cela est arrivé. Inquiet, Simkin affirme qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire le travail. Le commandant utilise ensuite une radio pour dire à ses alliés d'envoyer les briefings américains, en particulier de l'amiral Bressé pour convaincre son équipage. Ailleurs, Rodriguez surprend Bradford en train de manipuler leur équipement. Il lui rappelle qu'un ordre de travail est nécessaire pour toute modification, mais Bradford écarte ses préoccupations. Rodriguez insiste, alors Bradford lui permet de jeter un œil à son travail, avant de l'attaquer et de lui briser le cou. Ensuite, Bradford continue de saboter des fils. À l'infirmerie, Nunez donne de la nourriture à la mystérieuse femme, mais elle ne prend qu'un verre d'eau. Bradford annonce bientôt à Simkin ce qu'il a fait, ce qui rend leur situation encore plus délicate. Juste à ce moment-là, Watts leur ordonne de parler à la mystérieuse femme, qu'ils supposent être russe. Simkin pense que si elle est russe, il vaudrait mieux la mettre en prison. Il suggère aussi qu'elle pourrait avoir avalé un transmetteur pour annoncer leur position à l'ennemi. Toutefois, Watts leur ordonne de chercher des informations auprès d'elle. Après son départ, Simkin remarque que la mystérieuse femme pourrait être la distraction dont ils ont besoin. Cependant, Bradford craint que si elle n'est pas russe, elle pourrait être autre chose. Avec la radio en panne, la femme utilise sa voix pour le contrôler. Pendant ce temps, Banks et Simkin assurent à Nunez qu'ils veulent simplement effrayer la femme pour qu'elle révèle son identité. Si cela ne fonctionne pas, ils utiliseront des médicaments pour la faire parler. Simkin parle alors discrètement à Nunez. Il lui demande des nouvelles de sa famille, et la femme mentionne hésitante que sa mère et ses frères sont en Ohio. Simkin est heureux d'entendre cela, mais il ne partage pas pourquoi. Ailleurs,
Watts examine la dernière vidéo de l'amiral et dit à Banks que Bressé semble différent dedans. Banks suppose qu'il est stressé à cause de la guerre, alors Watts essaie de calmer ses préoccupations à ce sujet. Il rapporte ensuite que Marsh répare manuellement leur alimentation électrique car leurs câbles ont grillé. Cela surprend Banks, car leur mécanisme aurait dû être plus durable. Puisque leurs communications sont toujours en panne, il ne saurait pas si leurs ordres ont été modifiés ou annulés. Banks ordonne alors à Watts d'aider à restaurer leur alimentation. Peu après, ils entendent Bradford crier. Les hommes se précipitent et le trouvent en train d'étrangler la passagère clandestine. Marsh et Simkin le maîtrisent, mais l'homme commence à faire des convulsions, alors ils appellent Nunez pour le conduire à la salle de soins. Watts interroge ensuite la femme sur ce qui s'est passé, mais elle n'explique rien. Il décide donc de la détenir. Cette nuit-là, pendant que Nunez dort, Simkin glisse une photo d'eux ensemble dans sa Bible. Pendant ce temps, la mystérieuse femme est menottée dans la salle des torpilles pendant que Marsh travaille. Elle brise facilement ses menottes et séduit l'homme. Alors qu'ils s'embrassent, il hurle car la femme lui mord la bouche. Plus tard, Bradford, endormi, entend la voix de la femme lui disant « tue-le ». Il se lève immédiatement et se rend sur le pont où les autres tentent de comprendre où est Marsh. Bradford essaie ensuite d'atteindre le contrôle de lancement, mais Simkin le bloque. Cela conduit Simkin à être pris en otage, si bien que Watts et Lawrence pointent leurs armes sur Bradford. Bradford révèle qu'ils leur ont menti, et avec la voix de la femme lui disant de tuer son camarade, il est convaincu que la vérité éclatera avec la mort de Simkin. En entendant cela, Banks autorise Watts à tuer l'homme. Banks interroge ensuite Simkin, mais il prétend ne pas savoir ce que Bradford voulait dire. Simkin va voir Nunez pour un examen. Pendant ce temps, elle mentionne entendre de la musique chaque fois qu'elle ferme les yeux. Simkin suppose que c'est la femme qui fait cela puisque Bradford est devenu fou après lui avoir parlé. Nunez soupçonne qu'il sait plus qu'il ne le laisse paraître, ce qui la fait penser qu'il ne lui fait pas confiance puisque leur relation est seulement occasionnelle. Cependant, Simkin note tout ce qu'il a appris sur elle, y compris le fait qu'elle ne lit jamais sa Bible. Il confirme cela puisqu'elle n'a pas vu la photo qu'il y a glissée. Simkin admet qu'il n'a pas pu exprimer ce qu'il ressent depuis qu'il craint qu'elle ne partage pas ses sentiments. Pour lui montrer sa confiance, Nunez révèle que leur passagère clandestine n'a pas dormi depuis les 2 jours où elle est là. Cela donne une idée à Simkin, qui plus tard verse quelque chose dans un verre d'eau, puis utilise des boules de coton pour se couvrir les oreilles avant de rencontrer la femme. Il lui donne le verre, qu'elle boit rapidement avant de commencer à chanter. Cependant, cela ne fonctionne pas car Simkin ne peut pas l'entendre. Il confirme aussi ce qu'elle est puisqu'elle a bu l'eau. Après que Simkin soit parti, Watts et Banks interrogent la femme sur les événements récents. Elle leur dit au lieu de cela que Simkin leur ment à propos de tout. Cela dérange Banks, alors il vérifie bientôt le corps de Bradford et trouve le véritable téléphone satellite qu'il et Simkin ont échangé plus tôt. Avec cela, il se rend chez Simkin et le met hors de combat. Plus tard, Simkin se retrouve menotté, sous les yeux de l'équipage restant. Sur ordre de Banks, Nunez lui injecte à contre-cœur le médicament pour le faire parler. Cela pousse Simkin à admettre qu'il a coupé leur communication, mais il soutient que c'était pour leur sécurité. Il insiste également sur le fait qu'il n'a pas épuisé leur énergie. Banks l'accuse de retarder le lancement, mais Simkin réplique qu'il veut qu'il lance les torpilles. La vérité est que le gouvernement américain et la majeure partie de la côte et des États-Unis ont disparu. Pour prouver cela, il leur explique comment désactiver le brouilleur qui perturbe leur communication. Watts désactive le brouilleur, et ils reçoivent immédiatement plusieurs messages confirmant les affirmations de Simkin. Nunez comprend que c'est la raison pour laquelle il a été secret avec elle et pourquoi il a demandé où était sa famille. L'homme révèle que ce qu'il reste de l'armée américaine est à Londres, mais cela fait de son pays la prochaine cible. Puisque le USS Titan est le seul navire en position de tuer l'armée russe tout en évitant les civils, ils ont la seule chance de sauver son pays. Ils ont gardé cela secret car ils savaient que l'équipage n'agirait pas immédiatement sans leur supérieur. C'est pourquoi ils ont falsifié la vidéo de Bressé, étant donné que l'amiral est déjà mort. Watts argue qu'il y a d'autres sous-marins, mais Simkin révèle que tous les autres ont été coulés. Malgré cela, Banks ordonne à Watts de mettre quelqu'un en ligne pour confirmer l'emplacement de leur cible. Simkin soutient qu'un appel révélerait leur position, mais Banks refuse de le croire. Pendant ce temps, la femme ensanglantée pousse un cri. Simkin affirme qu'elle n'est pas de son côté, mais que son bruit va les attirer. Sur ce, Nunez propose de s'occuper de la femme, en soulignant qu'elle n'a jusqu'à présent attaqué que des hommes. Cependant, Simkin pense que la passagère clandestine n'est pas humaine, car ils ont découvert il y a des années que des créatures comme elle vivaient dans l'océan. Watts rit en pensant qu'il croit que la femme est une sirène, et pour prouver cela, Simkin leur dit de lui donner de l'eau salée, sachant qu'elle la boira sans hésitation. Banks se demande ce que la femme pourrait vouloir d'eux, et Nunez suggère qu'elle veut les déstabiliser, comme dans les mythes des sirènes qui troublaient les marins. En tenant compte de cela,
Banks ordonne aux femmes de donner de l'eau salée à leurs invités. Pendant que les femmes se rendent dans la salle des torpilles, les hommes reçoivent un message de l'amiral James, qui confirme tout ce que Simkin a dit. Il reconnaît également que leurs deux membres britanniques agissent sous des ordres qui n'ont pas été partagés avec l'armée américaine. Malgré la violation de confiance, ils travaillent toujours pour le même objectif, et il ordonne à Banks de décharger leurs armes sur leurs cibles. Pendant ce temps, les femmes confrontent la sirène, qui leur assure qu'elle ne leur fera pas de mal. Elle veut plutôt les libérer des hommes qui vont détruire le monde. Nuné se rend compte que la sirène veut stopper les attaques nucléaires. La créature commande que les hommes se battent entre eux, mais que leurs armes détruiront tout le reste. Nuné réplique que si elles ne se battent pas, il n'y aura plus rien à sauver. Cependant, la créature leur assure que si elles rejoignent leur monde sous-marin, la violence des hommes ne les atteindra pas. Elle dit alors télépathiquement à Laurence de tuer les hommes, et la femme lutte pour résister à son ordre. Elle finit par saigner des yeux, et bientôt, Laurence se dirige vers le pont pendant que la sirène saisit Nuné. Sur le pont, les hommes se préparent à charger le paquet et à se rendre à la surface, mais Laurence arrive et tire sur Simkin. Laurence ordonne ensuite aux autres d'annuler leur lancement. Banks défend qu'il protège tout le monde, mais la femme affirme que le monde sous la surface serait détruit par leurs bombes. Pendant ce temps, Nuné repousse la créature de dessus et court vers le pont. Cependant, Watts se dirige pour appuyer sur le bouton de lancement des torpilles, mais la balle de Laurence le frappe en premier. Elle tire également sur Banks. Voir ce qu'elle a fait brise Laurence du contrôle mental, et elle tourne son arme contre elle-même et se tire. Nuné arrive et découvre le massacre. Avant qu'elle ne puisse pleurer Simkin, Banks utilise son dernier souffle pour lui dire d'appuyer sur le bouton. La sirène l'arrête, la ridiculisant de faire ce que les hommes lui disent. Cependant, Nuné réplique qu'elle le fait pour les hommes et les femmes restés chez eux. Changeant de tactique, la sirène propose de ramener Simkin si elle se soumet. Elle explique que le temps fonctionne différemment pour les sirènes, ce qui lui permet de voir l'avenir possible où Nuné et Simkin forment une famille heureuse ensemble. Juste à ce moment-là, James appelle le navire, révélant que les Russes sont sur le point d'attaquer. Malgré son avenir possible avec Simkin, Nuné sait ce qui est en jeu, alors elle choisit l'avenir de l'humanité.